sa voix bien et sa voix occupée. 2 expositions, des livres qui sont sortis, qui vont sortir. Déjà cet été, il y a eu celui-là qui s'appelle Naître sans cesse, c'est bien ça? Oui. Et qui n'a aucune photographie, qui est une compilation de textes qui existaient déjà dans d'autres livres avec images, comme Sinon la mort te gagnait, avec Le Point du jour, il y a déjà une dizaine d'années. Et là, il m'a semblé important vraiment de tout mettre ensemble et de raconter un petit peu qui je suis. Le début de l'écriture, c'était vraiment... On me disait toujours, mais qu'est-ce que tu fais lier comme lien entre telle et telle série? Parce que mes séries sont quand même très très différentes. C'était un peu pour raconter d'où je venais, qu'est-ce qui se passait pour moi, à l'intérieur de moi. J'ai donc continué cette pratique d'écriture et on a mis ça ensemble. C'est sorti cet été. L'autre projet, c'est un recueil de carnets de notes. J'arrive à New York en 96-97. Je me demande comment je vais pouvoir confronter mon regard à cette ville qui a une importance capitale dans l'histoire de la photographie. Je fais plein de photos partout et je commence à remplir des petits carnets comme ça. Je fais des petits tirages 10-15 que je mets comme ça dans les carnets à thème. Donc là, c'est un carnet qui s'appelle Cops, où il n'y a que des photos de flics et qui me permet de développer quelques séries comme les images dans les cinémas ou dans les clubs, où les gens dans les voitures, trafic, sont partis de petits carnets comme ça. Et il y a eu 48 carnets qui ont été faits, des fois c'est des taches sur le sol, vraiment plein de choses très différentes. On les a un peu oubliés pendant 20 ans, et c'est quand j'ai amené mes archives américaines au musée Niepce, on est un peu retombé dessus, et que les curateurs ont dit « mais ça c'est très intéressant, c'est vraiment une pratique qui ressemble à ce qu'on fait aujourd'hui ». Et EXB a tout de suite voulu faire un livre avec. Ça a entraîné l'exposition Au fil du calvaire avec le lancement du livre. Alors ça ne sera pas qu'une, ça sera 4. C'est donc une image qui est extraite du livre à venir et qui est vraiment composée de facsimilés de ces pages de carnet. Donc vous avez le carnet ici, on les a juste scannés. Et le livre va être composé comme ça, dans ce format-là, de 300 pages, de ces pages de carnet. Je pense qu'elle est un peu symptomatique des recherches que je faisais à l'époque, c'est-à-dire de photographier les gens à New York. À l'époque, on habitait sur Canal Street, une rue avec beaucoup de monde tout le temps, et je photographiais les gens au téléobjectif, cadrant peut-être juste la peau, les cheveux, des détails comme ça, qui étaient à la fois très intimes, et à la fois où l'identité se perdait. Il y avait quelque chose qui me fascinait dans ce pouvoir très indiscret, provocateur ou transgressif, de s'approcher si proche de ces gens avec mon téléobjectif. Ce qui m'intéressait là, c'était tout ce qu'on connaît d'images de la rue de New York, c'était de trouver une nouvelle radicalité dans une approche, dans un sujet qui avait été extrêmement traité. Développer mon propre regard. J'ai commencé ma carrière comme photographe de mariage pendant de nombreuses années et donc commencé à travailler à Libération, la presse et après les journaux plus les magazines en couleur où j'ai un peu perdu mon âme, on pourrait dire, sans trop de regrets, mais vraiment un style photographique, mais en même temps j'ai commencé à faire des choses plus en galerie, etc. Et aussi m'intéresser au cinéma. On a réalisé des films de fiction aussi, un film en Bosnie pendant la guerre. Donc c'est vrai que j'ai été toujours un peu entre la photographie qui est quand même la base, l'image qui bouge qui me fascine aussi quand même beaucoup, et l'écriture. C'est toujours un peu ces 3 axes, avec des sujets où j'ai vraiment traité les 3 médiums en même temps sur le même sujet. Comme le sujet sur Camden, cette ville que j'ai trouvée sur internet en cherchant la ville la plus dangereuse des États-Unis et qui a eu donc le prix Nadar en 2011. Donc toutes ces pratiques-là, pour moi, c'est vraiment quand je sais faire quelque chose, ça ne m'intéresse plus. Donc j'essaie vraiment d'aller là où il y a encore des choses à découvrir et aussi trouver des endroits qui sont vierges photographiquement, d'où l'utilisation aussi de photographie en caméra cachée qui est
d'un point de vue éthique très, très discutable, mais qui est pour moi très attirant. Le fait qu'il y ait des endroits publics où il n'y a pas de représentation, où la représentation soit interdite. Donc effectivement, plein de pratiques comme ça qui changent avec le temps. Je pense que je me laisse traverser par mon époque, je me laisse traverser par mes envies, mes peurs, par les médiums qui changent, les techniques, les outils. Et je suis une sorte de vagabond stylistique, on va dire, à un peu explorer dans des différentes directions et voir où ça marche pas. Il y a aussi plein de projets qui n'arrivent à rien, mais c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. C'est vraiment une sorte de recherche de liberté créatrice. Je crois que c'est Marcel Duchamp qui disait je m'efforce à confronter mon propre goût. C'est pas exactement sa formule, mais c'est j'ai peur de me conformer à mon propre goût. C'est pour ça que je change tout le temps. C'est vrai qu'aux États-Unis, j'étais vraiment beaucoup plus concentré sur la représentation là-bas et c'était plus par coup, comme je change toujours de sujet, de technique, etc. Il y a une galerie qui me dit tiens ça m'intéresse, on fait une exposition. Dans la durée c'est un peu plus compliqué, mais moi ça me convient aussi, c'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé à droite à gauche comme ça, et c'est un peu la même chose qui se passe avec cette exposition au Fil du Calvaire, où ils ont vu cette série et ils se sont dit ok on te représente pour cette série, ils m'ont pas dit on prend dans la galerie, ce qui me convient tout à fait parce que je n'ai pas forcément tout le temps des choses à vendre, à produire, je ne suis pas en train de produire pour montrer, etc. Donc ça me gêne pas du tout. À la fois le fait que mon travail rentre au musée, donc dans cette sorte de temple, de coffre-fort des musées nationaux français qui sont gardés pour la nuit des temps, de façon inaliénable, etc. Je pense que ça donne aussi une sorte de pérennité au travail qui me fait plaisir. Et j'espère que dans le temps, justement, ce qui m'importe, c'est que le travail d'il y a 20 ans soit encore regardable. C'est ça. J'ai l'impression que je me mets dans une temporalité beaucoup plus longue. Voilà, c'est ça qui m'importe. Et aussi inscrire ce travail qui est pas facile par sa diversité, etc. Qu'à un moment donné, on puisse voir qu'est-ce qu'il a de spécifique et d'unique dans la production française. Voilà quoi. C'est ce que disait Christian Cojol, qui dit Burckhardt, il est inclassable. C'est-à-dire que j'aime bien cette idée qu'on ne puisse pas me mettre dans une petite case. En 95-16, l'histoire qui est un peu cocasse, c'est Marie-Claire m'envoie photographier les bordels de Francfort. Comme je suis photoreporter, comme tous mes collègues, je fais pas d'exposition, etc. J'arrive là-bas, c'est interdit de photographier, donc il y a des panneaux partout. Donc, mais à la fois, je suis complètement fasciné par ces immeubles entiers remplis de filles qui sont présentées comme des pâtisseries. Je me dis, mais il faut quand même que... Donc c'est là où je décide de faire un trou dans ma veste, et je fais cette série sous le manteau. Après Brigitte Ollier de Libération, je lui montre des petits tirages comme ça, je lui dis tiens j'ai fait ça, elle me dit ah quand même tu devrais aller voir ce galeriste, Gilles Duzin, la galerie Urbi et Orbi, qui était le premier à montrer la photographie américaine à la personne. À l'époque c'était le désert, et je vais le voir, il me dit ah ouais c'est génial, on va faire une exposition. Du coup il montrait Nan Goldin à ce moment-là, premières expositions en France pour elle aussi. Elle voit les photos, elle me dit je vais rencontrer ce gars, c'est incroyable, je suis très sensible à cet univers. Et du coup on prend rendez-vous à 2h un jour, on sonne à la porte, c'est son assistante qui arrive, Nan est en retard, on s'assoit, on discute, on boit le thé. Pendant ce temps-là, on tombe un peu, on s'aperçoit bien qu'il y a quelque chose entre nous. À 6h, Nan arrive, au moment où elle dit cet après-midi-là, à ce moment-là, le galeriste est mort, il avait le sida. Donc
vraiment typique, une histoire goldinienne, si on peut dire, où l'amour, notre amour naissant, parce qu'en fin de compte, j'ai épousé son assistante, et c'est pour ça que je suis parti à New York. Donc c'est vraiment aussi une histoire de la photographie qui m'a amené là-bas et qui a continué, puisque en plus, ce qui est très drôle, c'est que moi, on fait 10 ans de photos de mariage, c'est Nan Goldin qui a fait mes photos de mariage, donc etc. Recevoir le prix Niepce, c'était un petit peu étrange parce que j'ai reçu un coup de fil un beau jour, comme ça, j'étais à New York, je pense que c'était Nathalie qui me dit, ben voilà, il y a eu les délibérations, on voudrait vous proposer le prix Niepce, mais on n'a pas l'argent. C'était une année où il n'y avait pas de sponsor. Alors ils m'ont dit, on comprend si vous refusez, mais est-ce que vous le voulez? Et effectivement, moi j'ai dit, bah, oui, je prends. Mais du coup, il y a assez eu peu de choses, parce qu'on ne m'a pas fait venir à Paris. Il y a une sorte de remise de prix avec quelqu'un de l'agence. J'étais à l'agence Vue à l'époque, qui a reçu le prix. Je pense qu'on a fait quelque chose à l'agence Vue, avec les gens d'image quelques temps après. Mais disons que ça a été quand même très succinct comme effet médiatique, ou même pour moi, en plus, comme j'étais pas là. Mais bon, j'étais quand même très très content de l'avoir. Donc un an après, on me rappelle en me proposant le prix Nada pour ce livre Camden, et bon, j'étais aussi très très content. Il ne s'est pas passé beaucoup plus de choses parce que j'étais toujours à New York et on me payait toujours pas un billet d'avion pour venir, etc. Mais oui, dans tous les cas, ça m'a fait très très plaisir. Je ne sais pas non plus à quel point ça a aidé le livre. Pour moi, c'est vraiment du long terme. C'est vraiment... voilà quoi, c'est vraiment cette histoire de prestige sur le long terme, là ça fait vraiment la différence. Parce qu'effectivement ça reste à vie. Donc on s'en fiche de ce qui se passe sur le moment. Mais puis c'était un grand honneur parce qu'il n'y a pas tant de photographes qui ont eu les 2 prix. Je pense que c'est vraiment une sorte de moment très très important dans ma carrière, de reconnaissance aussi de ce que je faisais aux États-Unis, sans être en France, ne pas être sur la scène française, etc. J'ai développé mon travail là-bas et il a été quand même très très bien accueilli par les gens d'image en France, et m'a donné quand même une visibilité. Ce qui me plaît de plus en plus quand même, c'est de travailler en résidence, avec des projets bien précis. Et il y a plusieurs projets en cours, avec des expositions et des livres, où j'interviens sur mes images avec les outils d'intelligence artificielle. Il me semble que là, il y a un secteur qui n'est pas encore bien développé. C'est comment nous-mêmes, nous pouvons réinterpréter nos images. Évidemment, ça part vers le fantastique. On décolle vraiment du réel, plus ou moins. Et par exemple, je fais une résidence là, en banlieue de Rennes, où ils font sortir un quartier entier, faire une sorte de petite Silicon Valley, d'un quartier qui s'appelle Via Silva. Et tous les ans, ils font des résidences où ils font venir des photographes avec des restitutions diverses, etc. Et j'ai proposé d'imaginer l'avenir, à partir de mes propres photographies, l'avenir de cet endroit. Donc ça peut être aussi un peu dystopique, etc. Et le fait que j'ai des commandes en disant voilà ce que je veux faire, c'est avec de l'IA, je trouve ça assez intéressant. J'ai fait aussi une intervention avec Marie Baronnet cet été à Fleury-Mérogis, avec des détenus où on leur a proposé de s'imaginer en super-héros. Et du coup, on les a fait écrire, on leur a fait développer qu'est-ce que c'était que leur super pouvoir. On a fait des photos d'eux et après, on l'a inventé de façon très facile, très ludique. Tout le décor, on les a complètement changés, on les a fait flotter dans l'air ou faire des miracles, etc. Donc c'est assez drôle et assez ludique. Ça, c'est quand même une voie qui m'intéresse. Je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas où ça fait œuvre non plus. Ce qui m'intéresse quand même de plus en plus, c'est les pratiques collaboratives, où je fais des choses avec les gens, où on cherche ensemble, où on crée ensemble. Je ne sais pas trop ce que j'ai à raconter de ce monde-ci.
Il y a déjà tellement d'images et aussi tendance toujours à récupérer des images qui existent déjà et à m'en ressaisir pour faire des grandes. J'ai fait une énorme fresque sur les migrants par exemple. Et à la fois, j'ai beaucoup photographié aussi en bas de la rue ici quand ils étaient là. Voilà. Alors, ça c'est aussi les projets à venir. C'est un livre qu'on prévoit avec les éditions Sun. C'est une histoire assez incroyable. Ce sont des photos de la FSA, de la Farm Security Administration, qui ont été perforées par le directeur de ce programme qui s'appelait Roy Stryker et qui recevait tous les négatifs des photographes qui travaillaient à travers les États-Unis, dont Dorothée Lange, etc. Et qui directement poinçonner les négatifs des images qu'il ne voulait pas voir tirées. Donc c'est un corpus d'images qui est connu, qui a été réintégré à l'archive et qu'on peut facilement accéder. Mais ce qui m'a intéressé quand j'ai commencé à le regarder, c'était vraiment qu'il y a plein de trous qui sont bizarrement placés. Là, c'est pas représentatif dans cette série, mais il y avait pour moi trop de trous qui étaient au niveau de la gorge, du cœur et des parties basses. Et quand on les met ensemble, ça fait une sorte de truc un peu bizarre. Évidemment, on peut se dire, est-ce que c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, est-ce que je veux bien? Ou est-ce qu'il y a quelque chose là qu'on n'a jamais voulu voir et que je serais le premier pas à remarquer, mais au moins à en parler? Et c'est le projet du prochain livre, et qui s'appelle donc FSA ou l'inconscient de Roy Stryker. Comme une sorte d'inconscient comme ça qui surgit au milieu de l'image.